Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille la 120e, avec Jean qui est dans le studio toute seule. Salut à tous. Piquet qui n'est pas là, traîtresse. Bon, non, mais elle bosse, hein. Elle peut pas être là tout le temps non plus. Et moi qui suis dans la régie, donc il faut vous attendre au pire comme d'habitude quand je suis dans la régie. On va tout de suite écouter une chanson que notre Jean nous a choisie pour les pauses musicales, une première chanson. Après vous avoir rappelé de Cora Vauquer, la complainte de la butte, parce que Jean m'a appris ce matin qu'elle était partie rejoindre tous nos camarluches. Mon Jean. Oui, elle est partie rejoindre Prévert, Ouais. Aragon, dont elle a été une des interprètes privilégiées. Ouais. 93 ans, je crois qu'elle avait. Bon, c'est bien. Elle vient de mourir. Moi, j'ai découvert Cora Vauquer dans Moulin Rouge, effectivement, de Jean Renoir, chantant la complainte de la butte, qui a d'ailleurs été écrite par Jean Renoir et composée par, j'ai oublié le nom malheureusement, mais Pas Cosma, non? Hein? Non. J'ai un trou là, mais en tout cas c'est pas Cosma. C'est l'émotion, mon Jean. Ouais, c'est l'émotion, ça doit être ça. Ouais, la complainte de la butte, ça m'a couché par terre et je ne m'en suis toujours pas relevé. Bon, je peux vous le confirmer, vous verriez son teint blême, sa mine triste. Non, franchement, il a l'air vraiment touché, mon Jean. Bien, et ben écoutez, on va vous parler donc de l'artiste dans la société. Ça, c'est l'histoire de mon Jean, dans son histoire concernant Friedrich Nietzsche. L'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, où il est de plus en plus, l'artiste et l'engagement, où il est de moins en moins, l'engagement politique, je voulais dire. L'artiste et la religion, bon, je vais pas vous la refaire, hein, vous savez ce que j'en pense. Si, ça fait pas de mal. L'artiste et la science, oui, on se demande pourquoi, c'est plus tout à fait le Quattrocento. L'artiste et l'autorité, on emmerde l'autorité chez nous, les artistes, et même pas que chez les artistes d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'emmerdent en ce moment, l'autorité. L'histoire de l'art, l'avenir et l'actualité de celui-ci. Voilà, alors tout de suite, on va vous passer un petit coup de Cora Vauquer, n'est-ce pas mon Jean? Oui, la complainte de la butte. La complainte de la butte.
Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 120e, avec Montjean au pupitre, pour vous causer dans le poste de l'histoire de l'art, mais tout de suite, la minute de militance de Raymond La Science. Mais on va commencer par toi. Ah bah voyons. Tu nous as préparé un, comment tu appelles ça déjà? Opus? L'opus 14 de la propriété d'État est-elle différente de la propriété privée? C'est carrément un cantique, je dirais, non? Alors, cramponnez-vous les mecs, parce que le blabla révolutionnaire, c'est parfois un peu indigeste, bien que j'ai rewrité un peu tout ça, mais je n'ai pas pu transformer complètement l'essai, vous allez vous en rendre compte. Alors, la propriété d'État, j'ai mal à le dire, la propriété d'État est-elle différente, donc, de la propriété privée? Private property. La réponse est bien entendu non. L'État est un instrument hiérarchique de coercition exercé par un pouvoir concentré dans les mains de quelques-uns. Nous en avons encore une fois un exemple tout à fait vérifiable aujourd'hui avec la bande de zozos qui croient nous gouverner. Le peuple exclu de la prise de décision. L'appareil d'État exerce un contrôle total sur la propriété. Et comme le peuple et ceux qui utilisent un bout de propriété sont exclus de son contrôle, la propriété de l'État est identique en cela à la propriété privée. Vous l'aurez compris sans que je vous l'explique. Au lieu d'être possédée par des capitalistes, elle l'est par la bureaucratie d'État. Mon Jean, vois-tu. Je pourrais m'arrêter là parce que tout est dit, mais bon, il faut quand même que j'assure cette minute de militance avec mon camarluche Raymond, donc je poursuis. Les anarchistes, c'est-à-dire nous, sommes d'accord avec cette définition du capitalisme qui affirme, enfin d'accord, on prend ça quand même avec des grosses mitaines, que la société des petits agriculteurs et des artisans n'est pas une société capitaliste puisque le travail salarié est largement absent. Oui, enfin, je vois pas vraiment si ça peut se vérifier dans les faits, puisqu'il y a quand même des salariés chez les agriculteurs et les artisans. Il est cependant faux d'affirmer que la société dans laquelle la plupart des moyens de production sont détenus par le gouvernement central ou par les collectivités locales, en Chine contemporaine par exemple, n'est pas une société capitaliste puisque la propriété privée des moyens de production n'est pas dominante. Oui, bon, c'est la propriété des moyens de production d'État. Moi, je vois pas beaucoup la différence. Alors on dit que la raison est évidente, je ne vois pas vraiment une évidence là-dedans. Si la propriété est nationalisée, un tel état de choses peut être appelé capitalisme d'État par la socialisation de la terre et des mécanismes de production et de distribution qui appartiennent au peuple et sont utilisés par des individus ou des groupes en fonction de leurs besoins, fondés sur le libre accès. Voilà. Donc, je poursuis toujours obstinément sur mon petit chemin qui sent pas vraiment la noisette, mais qui sent plutôt le purin. Ainsi, un système fondé sur la propriété d'État est capitaliste, puisque les travailleurs ne sont manifestement pas propriétaires des moyens de production qu'ils utilisent, et que seul l'État l'est dans ces conditions, puisque c'est lui qui possède les moyens de production. Alors on parle toujours du peuple ou des travailleurs, qui ne possèdent pas non plus les biens ou les services qu'ils produisent, évidemment. Donc État ou capitalisme privé, c'est un peu la même chose, pour pas dire complètement la même chose. L'État seulement fournissant aux travailleurs les moyens de production dont ils possèdent seuls le produit. On leur file le moyen de travailler, d'être exploités, mais ils n'en ont pas le bénéfice. La différence est que plutôt qu'être un nombre certain de capitalistes, il y en a seulement un, l'État. Il est la simple substitution en tant que capitaliste universel. C'est pourquoi, je parle de l'État toujours, c'est pourquoi nous les anarchistes, nous avons une tendance à qualifier ces régimes de capitalistes d'État, puisque l'État remplace essentiellement le capitaliste comme patron. Bon, je vais bientôt avoir terminé. Ne restez un peu éveillés. Cette logique s'applique. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est de la logique. Je ne sais pas si vous avez compris. Cette logique s'applique également aux États démocratiques.
Peu importe si un État est démocratique, ça on l'a bien compris, l'État est une forme de propriété exclusive qui implique une relation sociale qui est totalement différente des véritables formes de socialisme. Ça, on l'a compris. La propriété commune et des droits d'utilisation de produire des rapports sociaux fondés sur la liberté et l'égalité. L'État, cependant, présuppose l'existence d'une machine gouvernementale, d'une bureaucratie centralisée, qui se tient au-dessus des membres de la société et qui a le pouvoir de contraindre et de dominer. Et ça, dans notre société dite démocratique et capitaliste, un petit peu étatique quand même, on s'en rend compte. Quand un État est propriétaire des moyens d'existence, les membres de la société restent prolétaires, non propriétaires, exclus de tout contrôle de ce qui se passe dans leur environnement, tant sur le plan juridique que dans la réalité. Les moyens d'existence ne leur appartiennent pas, mais appartiennent à l'État. Comme l'État n'est pas une abstraction flottant au-dessus de la société, ça on s'en était rendu compte, mais plutôt une institution sociale composée d'un groupe spécifique d'êtres humains qui contrôle et possède la propriété en question. Vous voyez de qui je veux parler ici. Tout comme la classe des propriétaires exclut la majorité, il en va de même de la bureaucratie étatique qui signifie qu'il possède les moyens de production, qu'ils soient ou non officiellement et juridiquement reconnus. Là oui, la propriété démocratique, c'est vrai étatique qui signifie qu'elle possède les moyens de production. Oui, j'ai mis un article là qui est pas tout à fait juste. C'est pourquoi les socialistes libertaires, c'est-à-dire nous, ont toujours appuyé l'autogestion des travailleurs dans la production comme la base d'une véritable forme de socialisme. C'est ça qu'on appelle l'utopie. Les régimes qui ont remplacé la propriété capitaliste par la propriété d'État ont montré la validité de l'analyse anarchiste sur ces questions. La propriété d'État n'est en aucune façon fondamentalement différente de la propriété privée et, j'en termine, seul change l'exploiteur qui opprime les travailleurs, qui est l'État au lieu du propriétaire privé. Voilà mes mignons, j'en ai terminé avec l'opus 14. La semaine prochaine, vous purgerez l'opus 15, si je suis encore vivant, si j'ai pu redescendre de la montagne où nous allons aller avec mon Jean à la fin de la semaine. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Si t'arrives pas à descendre, tu rouleras. Oui, la logique en question, c'est la logique robertienne. Hein. Oui. Tu vois, c'est l'une de ces logiques dont on peut quand même penser qu'elle laissera une trace incandescente dans l'histoire. Oui, mon Jean, bien sûr. Et puis alors, pour ceux qui auraient suivi ça cette démonstration éblouissante d'une fesse un peu distraite, je vais proposer une synthèse. Hein. Vous aurez donc compris qu'il y a deux formes de propriété, la propriété privée et la propriété d'État. Et que la conclusion, c'est que la propriété, c'est pire que la propriété. Eh bien, merci beaucoup, mon Jean, pour cette définition subtile mais néanmoins très claire, qui me permet de comprendre un peu ce que je viens de lire. Et tout de suite, la politique en toc, pour finir, pour bien gaver mon Jean, qui a l'air un petit peu perturbé par mon discours politique. Une nouvelle combine de Pôle emploi. Vous savez, Pôle emploi, c'est un organisme qui est chargé de placer les chômeurs, etc., etc. Alors, ils ont une nouvelle combine pour requinquer les radiations. Vous savez qu'ils radient à tour de bras, mais bon, il fallait qu'ils trouvent encore un autre truc pour radier encore plus. Et ça s'appelle le courrier dématérialisé. C'est-à-dire que, pour économiser du papier, les demandeurs d'emploi, les chômedus, doivent balancer leur adresse mail à Pôle emploi. Alors, pour ceux qui en sont encore au courrier papier, eh ben, ils sont donc sans ordi. Ils doivent se démerder pour se faire héberger ou se faire traire dans un cybercafé pour pouvoir communiquer avec Pôle des emplois. Accessoirement, ils peuvent aussi le faire dans une agence de Pôle emploi. Alors là, je trouve que c'est vraiment très drôle, puisque les mecs, ils vont aller à Pôle emploi pour envoyer un mail à Pôle emploi pour pouvoir communiquer avec le mec qui les radie ou qui les radie pas, quoi. Bon. Alors, une astuce, le 20 juin, sans aucune info préalable, Pôle des emplois informe dorénavant par mail les chômedus de la date de leur entretien avec les gestapistes de l'agence. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis, comme c'est bizarre, les radiations se radinent en masse.
Un mec reçoit un avis de radiation pour le motif suivant, absence à un rendez-vous avec son conseiller. Et alors, il n'a pas reçu de convoque papier, celle-ci lui était transmise par mail. Mais comme cet individu louche, autant que suspect, ne consulte pas toutes les minutes son ordi, il a réagi trop tard. Sans parler de tous les chômedus qui sont sans connexion, par exemple pour défaut de paiement de leur abonnement. Parce que quand on est chômedus, on a tellement peu de thunes que des fois, voilà. Alors, en plus, mais attendez, c'est soi-disant pour économiser du papier, mais il faut quand même avoir une imprimante, car les formulaires sont à remplir à la main et à envoyer. Donc, on a une imprimante, on tient. Non, mais écoute. Et alors, c'est ça aussi, la Sarkozy, travailler plus pour gagner des coups de tatane dans le prose. Voilà. Bon. Et puis, pour finir, mon Jean, je voulais juste dire un mot, j'ai pas noté ça, mais j'ai entendu ce matin un truc terrifiant, là. Il y a l'Europe qui va sucrer, je ne sais pas combien de centaines de millions pour l'aide. Oh, tu vas pas en parler de ça? Non. Pour l'aide alimentaire, parce qu'avant l'aide alimentaire avait été instituée parce qu'il y avait des surplus agricoles. Maintenant, il y a soi-disant plus de surplus agricoles. Donc, ce sont des subventions qui alimentent, si on peut le dire, l'aide alimentaire. Et là, si tu veux, par exemple, pour l'Europe, en Europe, il y a 80 millions de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. En France, il y en a 8 millions. Il y en a 2 millions qui subsistent uniquement grâce à l'aide alimentaire. Et comme les crédits en France, je crois que c'est de 75 une centaine de millions vont passer à quelques 17 millions, tu vois, de crédits, ça veut dire que 70% de l'aide alimentaire va être sucrée. C'est-à-dire que des organismes comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur, etc. Il y a 4 organismes en France qui s'occupent de donner à bouffer à 2 millions de gens qui, mais vraiment, ne peuvent subsister qu'avec ça. Et l'Europe, elle va sucrer tout ça. Voilà, parce que si tu veux, c'est simplement une question technocratique. C'est-à-dire que l'aide alimentaire était prévue avec les surplus agricoles. Comme il n'y a plus de surplus agricole, ils ont substitué à cette aide des subventions, mais juridiquement, c'est pas valable. Voilà. Alors, non mais écoute, alors là, il y a les ministres de l'Agriculture, enfin, si on peut appeler ça des ministres de l'Agriculture, qui vont se réunir pour essayer de trouver une solution, mais c'est mal barré. Voilà mon Jean. Voilà. J'ai fini. Et pour te montrer que tout va dans ce sens-là, je repense à ton Tilaïus là sur Pôle Emploi. Il y a de plus en plus de sites marchands sur Internet qui utilisent une protection supplémentaire par mot de passe, et un mot de passe qui ne peut être fourni que par ta banque. Tu vois, quand tu veux payer par exemple par carte bancaire. Oh oui, je vois. Ce mot de passe ne peut être fourni que par ta banque, par SMS. De plus en plus de sites marchands, ce qui fait que si tu fais partie des gens qui continuent de résister, comme moi, au téléphone portable, qui ont un accès à Internet, mais qui continuent de résister au téléphone portable, il n'y a plus moyen d'acheter sur ces sites-là, parce que sans téléphone portable, on ne peut pas recevoir le mot de passe fourni par ta banque. Il ne te l'envoie que sous la forme de SMS. Voilà. Bon... Non, mais... On va plus pouvoir. Mais dans on va plus pouvoir consommer. Ouais, non, mais dans cet ordre d'idée, mon Jean, j'ai aussi une info là sur les téléphones portables justement des enfants. Maintenant, les parents pourront suivre les déplacements de leurs enfants. Jusqu'à quand et combien de temps on va devoir attendre pour que nous-mêmes nous soyons poursuivis? Je vais continuer personnellement de résister au téléphone portable. Très bien. Voilà. Puis puis c'est définitif. Je vais peut-être remettre en question mon abonnement aussi. Allez, une petite revue de presse mais légère, beaucoup plus légère que tout ce que toi tu as raconté. Hein. Tant mieux. Quoique. Oui. Nicolas Sarkozy a annoncé le dépôt. Nicolas Sarkozy, tu sais qui c'est, a annoncé le dépôt à l'automne d'un projet de loi qui se propose de créer un service civique pour les mineurs récidivistes les plus difficiles. Je mets ça entre guillemets, je cite Nicolas Sarkozy. Hein. Les plus difficiles, vous aurez traduit vous-même. Hein. Oui. Les mineurs, évidemment,
issus des banlieues défavorisées, hein, bien sûr. Tout à fait, mon Jean. Alors, l'UMP redécouvre avec ravissement, tu vois, tout le potentiel populiste des idées de Ségolène Royal. C'est pas beau, ça. C'est un pillage en règle, hein, qui est de Ségolène, qui est en train de se produire, hein. Mais enfin, qui cela surprendra-t-il, hein? Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ne sont-ils pas des monsieur et madame Jourdain maréchalistes? Non, je sais pas ce que t'en penses. Pas mal celle-là. Quand je pense que nombre de ces jeunes gens, hein, désœuvrés, vendraient père et mère, hein, pour suivre un entraînement militaire de piètre qualité, tu vois, dans des pays à faible coût de main d'œuvre, hein, comme le Pakistan, pour n'en citer qu'un, c'est une idée de génie, hein, de leur offrir sur un plateau d'argent le stage commando de leurs rêves, tu vois, encadré par de vrais professionnels de l'infiltration et du sabotage que sont les militaires français, tu vois. C'est vraiment Al-Qaïda qui doit se réjouir. On leur mâche une partie du boulot. L'UMP, qui a raillé le débat télévisé des socialistes. Personnellement, j'ai pas regardé, j'imagine que toi non plus. Non, mon Jean. Valérie Rousseau-Debord, déléguée générale de l'UMP, hein, a en effet ironisé sur le spectacle. Je cite, je mets à nouveau des guillemets parce que je cite cette Valérie Rousseau-Debord, hein, a en effet ironisé sur le spectacle donné par les 6 candidats à la primaire socialiste. Et pendant que l'UMP raille le PS, tu vois, le président, lui, se repoudre le nez. C'est tellement plus raffiné, tu vois. Bon, avec quoi se le repoudre? Il se le repoudre, ça, c'est une question à laquelle Robert osera peut-être répondre. En tout cas, ça lui donne de l'énergie, hein. Ça, bon, une énergie qui tourne à vide, malheureusement, mais bon. Le petit ventilateur, hein. Bon, là, tu vas voir, je lui ai trouvé un autre surnom qu'on utilisera comme ça régulièrement. Bien sûr, bonjour. On va voir ça plus loin. Le président, lui, c'est quand même finalement, hein, après avoir décidé de garder de la hauteur, si j'ose dire, c'est finalement décidé à railler lui aussi le débat des socialistes, hein. Bien qu'il ait par ailleurs affirmé ne pas l'avoir suivi, hein. Ça, c'est encore plus facile, évidemment, de critiquer quelque chose qu'on n'a pas regardé. C'est pas gagner des millions, hein. C'est qui veut dépenser plus, a ainsi ironisé l'homme de l'immortel slogan « Travailler plus pour gagner plus », comme tu le rappelais tout à l'heure, hein. Bon, Sarkozy parlant de maîtrise budgétaire, tu vois, c'est un peu comme si, je sais pas ce que je pourrais trouver comme exemple, tu vois, c'est un peu comme si DSK donnait des cours de morale à une classe de collégiennes, tu vois. Bon, mais ça, à peu près... Là, mon Jean, c'est osé, là, on est viré. Au même niveau. Non, mon Jean, s'il te plaît. Les observateurs de la vie politique française se demandent si le succès de Nicolas Sarkozy en Libye peut l'aider dans sa campagne. Sa campagne pour les présidentielles, bien sûr, hein. Pour Arracaille, il est évident que Nicolas Sarkozy a un rôle essentiel à jouer en Libye, hein. Il ne peut plus laisser tomber les Libyens. Après les avoir accompagnés jusque-là, hein, il est impératif qu'il poursuive sans relâche son œuvre de reconstruction de cette grande nation en devenir, tu vois. Les braves Libyens ont besoin de lui et la France est prête à faire le sacrifice de se séparer de ce géant. Tu seras d'accord avec moi? Oh, tout à fait. Définitivement. Oh, oui, mon Jean. Non, je déconne en fait, hein. On y tient à notre chihuahua et c'est là le nouveau surnom que je lui ai trouvé. Pas mal. Tu vois, il aboie un peu dans le désert, quoi. Ah oui, tout à fait. On y tient à notre chihuahua. Je supplie donc les Libyens de nous le renvoyer, tu vois, dans un baril de pétrole, si possible. Ah oui, ça concerne. Et puis, je finirai là-dessus, invité à visiter son lieu de culte par le recteur, tu vois, de la mosquée de la rue Mira, dans le quartier multi-ethnique, c'est le nouveau nom à la mode, hein, de la Goutte d'Or à Paris. Marine Le Pen a décliné l'offre en se disant cependant prête à le recevoir, au contraire, hein, mais dans son bureau, à elle, hein. Le recteur de la rue Mira peut prendre rendez-vous avec la candidate à la présidentielle que je suis. Je le recevrai dans mon bureau pour lui exposer ma position sur le communautarisme, sur le nécessaire renforcement du principe de laïcité et sur les phénomènes de chantage auxquels nous sommes ici et là confrontés, a déclaré la présidente du FN lors d'un point presse en Mayenne où elle tenait le premier meeting de sa campagne présidentielle. Marine Le Pen, la France multiethnique, tu l'aimes ou tu la quittes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, mon Roro. Eh ben, merci beaucoup, mon Jean. Tu nous as encore une fois de plus enrichi les neurones. Crédit Schioni Venigat. Non, c'est pas ça.
J'ai combattu auprès du Dieu dans la Sierra Maestra, versé des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour Zapata. Sous le poids de 500 ans d'oppression, mes veines se sont ouvertes et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des femmes au State. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort. Connu l'histoire du Black Panther, parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Rouillant, entre grève de la faim et torture blanche, sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer. Me suis enfui du bagne de Cayenne avec au pied les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984. Combattu dans les milices du Poum avec Orwell, dans la crasse des tranchées face aux attaques. Monté des barricades pendant la commune de Paris. Dos au mur comme les fédérés, la tête haute devant les fusils. J'ai crié Yabasta le 1er janvier 94. Bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pris d'assaut l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levé la calache et le poing en hommage à Nestor Selpa. J'ai connu Bader, la RAF, les Brigades Rouges et les CCC. Violé vive la Palestine auprès des militants du FPLP. J'ai vu Carlo Giuliani tomber sous les balles de la police du Capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines, prêt à exploser comme un black bloc à Seattle ou à Gênes. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Peltier et de Moumia. Lutté pour l'indépendance du Sahara et crevé dans les prisons de Kenitra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara et ma guitare s'est transformée en une calache contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France, épaulé par une jeunesse en colère et méprisée depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention. Soutenu la lutte des sans-papiers, manifesté contre les expulsions. Gardé la tête haute sous les sifflets des ouvriers français. Laissé peu de place à la consternation. Fils de prolos étrangers, héritier des luttes de l'immigration. J'ai côtoyé la misère dans les bidonvilles de Nanterre. Me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères. J'ai vu pleurer ma mère, ses larmes coulant sur le corps de mon petit frère. Nouvelle victime d'une bavure policière. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille la 120e, avec tout de suite mon Jean qui va vous parler de Nietzsche, mon Jean, notre hussard noir de la République, dont nous ne pourrions certainement pas nous passer si nous voulons survivre à ce monde déculturé. Mon Jean, c'est à toi. C'était, oui, faut que je vous donne le titre du morceau choisi, la cabine mémoire des luttes. Voilà mon Jean. Nous, tu dis nous ne pourrions pas nous passer. Tu parles de toi à la. Non, je suis pas Louis XIV. Non, Jean. Non, mais essaye pas de... Non, oui, non. Je m'inquiète, c'est tout. Bon. Tu me rassures, c'est bon. Je parle de nous tous, de nous, nos camarades auditeurs, aux auditrices. Tous les camarades, quoi. Alors, la semaine dernière, nous recevions Claude Minereau. J'espère que tout le monde s'en souvient. Hein, oui, ça risque pas de s'oublier. Ça a déménagé quand même pour son livre Un terrorisme planétaire, le capitalisme financier, hein, publié aux éditions de La Différence. Il est sorti d'ailleurs 2 jours après, donc il est disponible depuis le milieu de la semaine dernière. Hein. Il nous a confié donc la semaine dernière, au moment où on le recevait, le choc que fut pour le jeune homme qu'il était alors la lecture de la naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche. Hein. Celui-ci percevait l'art comme ce qu'il y a et on peut comprendre ce choc, hein, parce que celui-ci percevait l'art comme ce qu'il y a de plus, moi je vais faire vite, hein, mais bon, comme ce qu'il y a de plus essentiel à la vie, hein, dans la mesure où il est le parfait antidote de la science.
Ça voulait pas dire pour Nietzsche qu'il fallait évidemment éliminer la science. Hein. Elle est aussi indispensable que l'art. C'est un peu comme le yin et le yang, hein, si tu veux. Voilà. Pour lui, pour Nietzsche, l'artiste n'est pas seulement celui qui s'adonne aux beaux-arts, hein, celui ou celle, hein, mais toute femme ou tout homme qui cherche à produire l'illusion. Nous avons l'art, et là j'insiste sur là-dessus parce que je trouve cette phrase extraordinaire. Nous avons l'art, écrivait-il avec force, afin de ne pas mourir de la vérité. Ouais, très fort. Hein. Nous aurons fait un grand pas en esthétique lorsque nous serons parvenus non seulement à la conviction intellectuelle, mais à la certitude intime que l'évolution de l'art est liée au dualisme de l'esprit apollinien et de l'esprit dionysiaque, de même que la génération dépend de la dualité des sexes, dont la lutte perpétuelle n'est coupée que d'éphémères réconciliations. Nous empruntons ces termes aux Grecs, lesquels ont déposé, pour qui les comprend, la profonde et secrète doctrine de leur vision esthétique, non pas dans des concepts, mais dans des figures précises de leur dieu. À travers leurs deux divinités de l'art, Apollon et Dionysos, nous comprenons que dans le monde grec, il existe une violente opposition, non seulement sous le rapport de l'origine, mais aussi sous celui de la fin, entre l'art du sculpteur, art apollinien, et l'art non sculptural de la musique, qui appartient à Dionysos. Ces deux inspirations si différentes suivent un chemin parallèle. Le plus souvent en conflit ouvert, elles se provoquent mutuellement à des productions toujours plus vigoureuses pour y perpétuer le conflit de leur opposition, que le terme commun d'art ne recouvre qu'en apparence, jusqu'à ce qu'enfin, par un miracle métaphysique de la volonté, Hélène, ils apparaissent unis et engendrent dans cette conjonction l'œuvre d'art à la fois dionysiaque et apollinienne, la tragédie attique. Pour mieux comprendre cet antagonisme, imaginons-le d'abord sous la forme des deux mondes esthétiques distincts du rêve et de l'ivresse, qui offrent, sous l'angle des phénomènes physiologiques, un écart analogue à l'opposition de l'apollinien et du dionysiaque. La belle apparence des mondes du rêve, que tout homme s'est créé en artiste accompli, est le fondement de tous les arts plastiques, comme aussi, nous allons le voir, d'une large moitié de la poésie. Nous éprouvons une jouissance à comprendre directement les formes. Toutes nous parlent, nous n'y trouvons rien d'indifférent ni de superflu. Pourtant, même quand cette réalité de rêve atteint sa perfection, nous éprouvons le sentiment confus qu'elle est apparence. Telle est du moins mon expérience courante, voire normale, comme le confirment maints témoignages et maintes déclarations des poètes. Un esprit philosophique a même le pressentiment que sous la réalité où nous vivons, il en existe une autre, cachée, et donc que notre réalité aussi est une apparence. Voilà. Alors, la naissance de la tragédie, donc un livre majeur de Friedrich Nietzsche, est édité en folio essai, ça coûte pas très cher, par Gallimard. Voilà. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, pardonnez-moi, fille du calvaire, repardonnez-moi, ou République, je vous demande pardon. Voilà, et je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et le site internet après les W librairie-publico.com. Eh bien, merci infiniment mon Jean pour ce voyage dans la pensée de Nietzsche. Vous pouvez retrouver évidemment tous les textes de Jean sur notre blog, dont il vous rappellera l'adresse probablement au cours de cette émission. Voilà, on va envoyer un petit zizik, et puis après, on reprendra le cours de cette émission prestigieuse.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Arcaille, la 120e, avec Jean au pupitre, à l'instruction publique, surtout artistique, qui vous a parlé donc de Nietzsche, et qui maintenant va vous parler de Francisco de Goya. Ce que vous venez d'entendre, c'est The Dandy de Warriors, qui chantait une chanson sur Nietzsche, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas autrement, comme dirait ma bignole. À vous, mon Jean. Oui, Francisco Goya, je sais pas si tu en es d'accord, un des plus grands génies de l'histoire de la peinture. Hein. Tout à fait, c'est mon Jean. C'était le fils d'un doreur assez misérable, hein, et d'une femme de la petite noblesse espagnole. Ses parents sont restés pauvres, je crois, toute leur vie. Hein. Lui, il commence son apprentissage chez un peintre espagnol qui connaissait une petite gloire locale, tu vois, à 14 ans. C'était jeune encore, hein, et ça va durer 4 années. Rien de ce qu'on a pu garder de ce qu'il a pu exécuter pendant ces 4 années ne laisse présager quoi que ce soit d'exceptionnel. Hein. C'est en fait à 25 ans, quand il aura 25 ans, donc dans les années 1771, qu'il date et il signe son premier tableau. Hein. Et alors, si tu veux, l'inspiration générale est rococo. Hein. Les thèmes, on est vraiment Fragonard, Chardin. Enfin, ça n'a même pas la profondeur du travail de Chardin, hein, si tu veux. Mais on est en plein dans cette époque-là. Mais enfin, il y a déjà une aisance technique. À 25 ans, il a acquis une aisance technique proche de la virtuosité. Là, ça aussi, là, ça le rapproche de Fragonard. Hein. En 1773, donc là, il a 27 ans, il fait un mariage de raison avec la sœur de Bayeux, qui est un peintre, lui, à ses côtés, en Espagne, à Madrid, ou à Saragosse, je ne sais plus. Et c'est un mariage de raison parce que il veut obtenir de son beau-frère des commandes, quoi, de l'influence de son beau-frère des commandes. Ça marche d'ailleurs très bien, hein, puisque lui sont commandés 43 cartons de tapisserie pour le Prado, tu vois. Et c'est surtout, enfin, c'est les cartons de la fin, disons, annoncent déjà un petit peu, pour quand on les regarde bien, hein, les caprices, hein, qui eux ne seront faits qu'entre 1799 et 1797 et 1799. Mais enfin, c'est déjà très satirique, comme ça. Certains des cartons du Prado, hein, ils annoncent un petit peu les caprices, voilà. En 1783, il commence une carrière de portraitiste mondain, tu vois, déjà très habile à saisir la psychologie, hein, de ces modèles, mais sans cesser de les flatter par l'assurance de son pinceau. Donc ça marche vraiment très très bien pour lui. Hein. En 1786, donc 3 ans après avoir entamé cette carrière de portraitiste, il est admis à la cour, et là, il a 40 ans et l'aisance financière arrive vraiment. Hein. Et puis en 92, je me porte jusqu'en 92, c'est une année qui va être une année charnière pour Goya parce qu'il tombe gravement malade. Il va passer très très proche, très très près de l'invalidité, hein, et de la paralysie, mais enfin il devient totalement sourd. Et alors ça va le couper du monde et faire qu'il va se lancer dans une espèce de peinture introspective rageusement critique, comme ça. Là, le génie de Goya commence à s'exprimer vraiment. Hein. Des sujets, je dirais, où le grotesque se mue en... Des sujets où le grotesque se mue en horrible et où l'horrible se renforce du grotesque, hein, et puis associé à une technique violente, heurtée, qu'on peut qualifier d'expressionniste avant la lettre. Hein. On y décèle l'irruption de hantises qui ne quitteront plus Goya, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. L'envers sombre, hein, je peux dire ça comme ça, l'envers sombre de la vie espagnole va devenir le leitmotiv obsédant de ses meilleures œuvres. Hein.
En 1797, c'est le début des Caprices, comme je l'ai dit, ça va durer 2 ans à peu près, hein, ils seront édités donc en 1799, à l'eau-forte et à l'aquatinte, ça c'est pour les graveurs, hein. Au milieu d'énigmatiques images mêlant la bamboche populaire au fantastique pré-romantique, on peut le qualifier comme ça, Goya a glissé de violentes attaques contre l'archaïsme d'une société espagnole où l'Église exerçait encore, mais est-ce que ça a vraiment changé, une influence liberticide. Alors ces caprices, hein, ils vont être ils seront censurés sous la pression de l'Inquisition, hein, il faut le préciser, et ne seront pas réédités. Alors pour sauver ces cuivres, ces plaques de cuivre, tu vois, Goya va avoir une idée simple mais très efficace, il va les offrir au roi. Ah oui. 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 Voilà, comme ça, je sais pas pour ceux. Goya, c'est un peintre dont les tableaux ou même les dessins, hein, la plupart d'entre eux méritent, pour un seul, mais ça mérite le voyage à Madrid, hein, pour aller voir le musée du Prado où tout ça est exposé. Hein. Voilà. Alors, il faut dire aussi, hein, dans les Caprices que, pour ne citer que ça, hein, que les médecins, mais surtout les évêques, tu vois, y étaient assimilés à des ânes exploitant les hommes. La charge est quand même assez violente. Hein. En 1798-1800, ce sont les deux majas, la Desnuda et la Vestida, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, comme la maja sur son sofa. D'abord parce que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, c'est pas la duchesse d'Albe avec laquelle Goya a vécu une grande histoire d'amour, et puis que Goya, surtout, il n'y a pas d'autre. Il n'était pas très attiré, disons, par le nu. Hein. Et puis que ce sont pas moi mes tableaux préférés, je les trouve un petit peu glacés et un petit peu curieux aussi. Enfin bon. En 1810-1814, ce sont les désastres de la guerre. Hein. 83 eaux-fortes qui témoignent de sa réaction, hein, face à l'invasion française, face à la misère, enfin, ou surtout à la misère et au drame que suscite le conflit. Hein. Héroïsme des femmes et violence de la soldatesque française, hein, ce sont un peu les deux mamelles de ce travail sur les désastres de la guerre. 1814, c'est une année faste aussi parce qu'il y a deux de ses toiles les plus fameuses, hein, le 2 mai 1808 et le 3 mai 1808, qui peut-être d'ailleurs, je dirais sa toile la plus connue, hein, c'est la fusillade, tu vois, bon. Ça, c'était pour fêter donc le soulèvement de la population de Madrid contre l'occupation française. Hein. Donc, il a mis quand même 6 ans pour produire ces toiles. La fusillade, hein, je dirais que c'est avec Guernica, mais Robert a peut-être un autre sentiment là-dessus. L'un des 2 plus beaux tableaux qui ait jamais été fait sur le concept de la répression. Ah, ça, je suis absolument d'accord avec toi, mon Jean. Non, absolument. Il a pris des libertés invraisemblables avec la réalité, hein, dans ce tableau. Je sais pas si tout le monde le visualise, les fusilleurs sont à 1m50, à 1 mètre, à peine plus d'1 mètre, quoi, des fusillés. Et puis il y a ce personnage en chemise blanche qui est là et qui évoque toute la pureté de ces innocents qu'on exécute, que la soldatesque française exécute, à qui mieux, hein. En 1815-1816, c'est Tauromachia, 33 eaux-fortes et 50 sanguines, hein, dans lesquelles il fixe pour l'éternité, hein, je dirais définitivement, aussi bien la scénographie, tu vois, que le rituel, hein, de la tauromachie. Enfin, quand je dis pour l'éternité, un jour, la tauromachie disparaîtra peut-être, mais en tout cas, on a toujours ces 33 eaux-fortes et 50 sanguines de Goya continuent d'alimenter la scénographie et le rituel de la tauromachie actuelle. Hein. En 1813, de 1813 à 1822, ce sont les disparates. Ça, c'est 22 eaux-fortes où Goya s'exprime, je vais dire, avec une liberté totalement inouïe. Hein. La satire y atteint un degré grandiose, hein, réellement, mais le pessimisme y est absolu. Hein. Et puis en 1823, les Français envahissent à nouveau l'Espagne, menacés par la répression. Hein. À nouveau, Goya s'installe à Bordeaux. C'est assez curieux, en fait, il va chez les opprimés.
de manière à se protéger, il quitte l'Espagne et il va chez l'oppresseur. C'est assez curieux, mais ça va très bien fonctionner, hein, puisqu'il va demeurer à Bordeaux. Voilà, jusqu'à sa mort, donc, je l'ai dit tout à l'heure, en 1848, 1828, donc 5 ans. Il a vécu 5 ans à Bordeaux. Voilà. Ce que je peux, pour finir, ce que je peux dire de Goya, c'est qu'il ressentait c'est très important, son activité de peintre comme un engagement moral. C'est ce qui se dégage de sa peinture. Dans sa vision du monde, réalité et imagination se confondent pour moi à la perfection. Il y a un très juste équilibre, et très rare surtout, équilibre entre les deux. Par ses plongées dans l'inconscient aussi, et ses arrière-pensées hardiment sociales, il faut replacer évidemment toujours les choses dans le contexte de leur époque, il apparaît aujourd'hui comme l'un des fondateurs de la peinture moderne. Voilà. Pour moi, c'est toujours un peintre moderne, mais bon, il y en a d'autres qui auront d'autres sentiments. Non. Voilà pour Goya. Oui, si je peux revenir sur cette peinture sur la fusillade, que tu relèves que on a l'impression effectivement qu'ils sont très près des suppliciés, les fusilleurs français, et je pense que il me semble que ça doit être intentionnel pour appuyer justement cette volonté de mort, quoi, tu vois, en les mettant dans cette composition aussi près, il n'y a pas la distance qui pourrait laisser supposer une exécution. Là, je crois que c'est peut-être pour démontrer la férocité de la soldatesque, quoi. Tu vois, ce désir de mort. C'est exactement ça, parce que si tu veux, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On met ceux qui vont tirer à une distance suffisante de ceux qu'ils vont tuer pour qu'ils ne voient pas leurs yeux. Tu vois? C'est plus facile de tuer quelqu'un dont on voit pas le regard. Tu vois? Bien sûr. C'est très facile, c'est loin, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui tirait. Enfin, quand je dis plus facile, c'est pas forcément très facile, mais disons que c'est plus facile. Là, ils se font face, quoi. C'est une boucherie, voilà. Et il n'a pas besoin, du coup, de montrer, il n'a même pas besoin, je sais même pas s'il y a du sang sur cette toile, peut-être sur les chemises et encore. C'est toute la violence, et dans cet affrontement, cette proximité entre effectivement la soldatesque et ceux qui se soulèvent contre l'occupation française. Voilà. Une occupation je pense que les Espagnols n'ont pas du tout oublié, parce que je crois, moi, pour me balader un peu en Espagne, que on n'est pas franchement accueilli avec tu vois, je parle dans la population, chez les petits commerçants ça va, mais bon, et on aurait pu, si tu veux, peut-être nous faire oublier un petit peu cette occupation des troupes de Napoléon en 36, quand l'Espagne a fait appel à nous, mais un gouvernement de Front populaire a refusé tout à fait de s'ingérer dans les affaires de l'Espagne sous des prétextes fallacieux. Donc on a une double dette envers eux, ou eux ils ont une double rancune envers nous, parce que une fois on les a réprimés, et une fois, quand je dis réprimés, une fois on les a massacrés, et une fois on les a laissés se faire massacrer par un dictateur féroce. Voilà mon Jean. Bon, écoute, on va s'envoyer de musique. Ouais.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille la 120e, avec mon Jean, qui est là-bas, dans le studio, tout seul, pour vous parler d'art. Et on vient d'entendre tout de suite la Marina Topley Bird, Kearney's Republic, right. Bon, alors mon Jean, il va nous raconter une histoire. Pour un type qui comprend pas l'anglais, tu le parles rudement bien, dis donc. L'autre Jean qui va nous raconter... non, c'est dit sans ironie. Oui, non, mon Jean. T'as vu mon accent à moi bon. Oui, mon Jean. C'est l'accent de Belleville. C'est l'accent de Chevalier. Oui. On a déjà parlé dans cette émission, mais c'était dans les débuts, dans les premières émissions d'Aracaille, on a déjà parlé des très riches heures du duc de Berry, ce manuscrit enluminé des frères Limbourg. Je pense que c'était approximativement en 1410-1411, mais il aurait été fini que dans les années 70 ensuite par d'autres artistes plus anonyme, un manuscrit qui a d'ailleurs été légué à l'État, qui est visible au musée Condé de Chantilly, c'est pas très très loin de Paris. Ça mérite le déplacement là aussi, à soi tout seul. Mais c'est un très beau musée, le musée Condé. Et ça a été légué à l'État par le duc d'Aumale, qui en avait fait l'acquisition, à la condition qu'il ne sorte jamais de sa bibliothèque. D'accord. Ah, ça rigole pas. Non, mais il a peut-être pas tort. C'est une condition incontournable, donc le manuscrit et puis c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est une merveille de manuscrit enluminé. Alors, on en a déjà parlé, je vous ai un peu raconté, on voit défiler les mois comme ça de l'année. Je voudrais m'intéresser plus particulièrement au mois de mars, là, pour cette émission. Je t'ai montré le visuel. Tu vois, au premier plan, on voit des paysans se livrer aux travaux habituels de printemps, de tout début de printemps, puisqu'il s'agit du mois de mars. Mais à l'arrière, qu'est-ce que tu vois, Robert ? À l'arrière, je vois un troupeau de moutons. C'est pas ça qu'il faut regarder. Oui. Je vois un dragon dans le ciel qui va atterrir sur un château. Ah, voilà. Magnifique. Oui. Et puis dans le haut, il y a les constellations, il y a la constellation du Bélier. Mais c'est le fond qui nous intéresse, parce que ce château, ce dragon, je vais vous en dire un petit peu plus. Ce château, c'est le château de Lusignan qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des pans de murs. D'accord. Mais il a été le plus grand château fort de France. Et alors, l'histoire commence comme ça. C'est un jeune type qui s'appelle Raymondin. On est dans les années 925-26 précisément. C'est difficile de préciser l'année, mais voilà, c'est à peu près ce topo-là. Donc c'est 5 siècles avant presque 5 siècles avant les très riches heures du duc de Berry. Il faut imaginer un jour de chasse, ça s'est très mal passé. Il a tué accidentellement l'un de ses oncles. Et alors il erre comme ça, comme une âme en peine, tu vois, dans la forêt, près de Poitiers. On est, je vais dire, à peu près 25 kilomètres au sud-ouest de Poitiers. Et puis là, à errer comme ça dans la forêt, il tombe sur une fontaine dont il ne connaissait pas l'existence, une fontaine qui alimente un ruisseau. Tu vois, il y a 3 jeunes femmes ravissante en train de s'y baigner, et il tombe fou amoureux de l'une d'elles, qui a l'air d'être la plus décidée, la plus délurée des 3, au point qu'elle lui dit que qu'elle lui promet que s'il l'épouse, elle fera de lui un grand seigneur. Et quand je dis un grand seigneur, c'est même un très très grand seigneur, mais qu'en compensation, il ne devra jamais chercher à la voir le samedi, sinon il la perdra. Voilà. Alors il est d'accord, donc c'est elle qui va en fait construire ce château de Lusignan, qui fut donc le plus grand château fort français. C'est elle qui va construire ce château de Lusignan, dont il va devenir le seigneur. Voilà. Mais le bruit court après quelques années, alors qu'ils vivent une lune de miel déjà depuis plusieurs années. Le bruit commence à courir à cause de cette histoire du samedi, tu vois, qu'elle se cache de lui en fait tous les samedis pour le tromper. Donc ça commence à l'énerver, cette histoire. Un jour où il est vraiment très en colère, avec son épée, il troue la porte des appartements de sa femme, tu vois.
et jette un œil par le trou fait dans le bois avec son épée. Alors ça donne sur une espèce de cour intérieure comme ça, et il y a les appartements qui sont distribués autour. Il y a un grand bassin de marbre, tu vois, et Mélusine, puisque c'est son prénom, je ne sais pas si je l'ai dit, Mélusine est en train de se baigner dans ce grand bassin de marbre. Et alors, jusqu'au nombril, tu vois, c'est une femme, tout ce qu'il y a de plus femme, hein, présentement donc occupée à peigner ses cheveux. Hein. Mais alors, à partir du nombril, tu vois, elle a une énorme queue de serpent. On est un samedi, hein, je le répète, avec une queue avec laquelle elle ballot, tu vois, en voyant des éclaboussures, tu vois, jusqu'au plafond de ce, je sais pas comment on peut appeler ça, de ce jardin intérieur, mais au-dessus duquel il y a un plafond. Alors, au cri terrible, évidemment, en découvrant cette queue que pousse Raymondin, Mélusine comprend que son secret est découvert, tu vois. Alors, en hurlant son désespoir, elle s'envole par la fenêtre, parce qu'elle a aussi des ailes dans le dos, hein, que son mari n'avait pas vu, tu vois. Et Raymondin, lui, l'histoire, c'est terrible, hein, il va se faire ermite c'est réel, hein, tout ce que je te raconte. Non, mais ça me... Tu penses bien à une femme qui s'envole par la fenêtre avec une queue de serpent ouais, tout à fait, et des petites ailes dans le dos. Ah non, mais moi, ça me... C'est celle que tu vois donc autour sur ces trésors du duc de Berry, là, au-dessus de la tour, qu'elle a elle-même construite d'ailleurs. Donc Raymondin se fera ermite à Montserrat, hein. Mélusine transformée définitivement en dragon, hein, elle ne redeviendra jamais une femme. Mélusine reviendra hanter les tours du château, hein, chaque fois qu'il changera de propriétaire, tu vois, ou pour annoncer que quelqu'un qui y réside ou qui séjourne ou qui y réside de manière permanente va y mourir, tu vois. D'accord. Voilà. Mais bon, il y a des nourrices quand même qui ont raconté aussi qu'elle venait régulièrement caresser ses enfants dans leur sommeil. Hein. Mélusine et Raymondin donc de Lusignan, il faut le préciser, ont eu 10 fils. Et là encore, tout ce que je racontais est réel, hein, ont eu 10 fils. Ils étaient tous un peu particuliers, ils avaient tous un truc un peu spécial. C'était pas la même chose d'ailleurs. Il y en avait un qui avait des très grandes oreilles, l'autre qui avait des très grandes dents et tout ça. Il y en a un qui va devenir roi de Chypre, un autre qui deviendra roi d'Arménie, un autre encore qui deviendra roi de Bohême. Et puis un surtout, Géoffroy, qui naquit, dit-on, hein, affublé d'une défense de sanglier qui lui saillait la bouche, tu vois. Rabelais en fera l'ancêtre de Pantagruel, tu vois. C'est pas n'importe quoi la famille de Lusignan. Hein. Voilà. Et puis pour finir, ça c'est pour l'anecdote. Sais-tu, Robert, comment on appelle les habitants de Lusignan, un bourg qui doit avoir 2500 ou 3000 habitants, donc comme je l'ai dit, à 25 km au sud de Poitiers. Comment appelle-t-on les habitants de Lusignan? Mon Jean, je donne ma langue au chat. Les Mélusins et les Mélusines. Ah, les Mélusines. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Ah, sympa. Ouais. Voilà, donc je rappelle, hein, les trésors du duc de Berry, ça c'est un seul mois, il y a des tas de choses à découvrir là-dedans, visibles au musée Condé de Chantilly. Bien. Seulement, on peut pas en tourner les pages nous-mêmes. Alors de temps en temps, dans le coffre de verre dans lequel il est enfermé, régulièrement ils en tournent les pages. Les conservateurs du musée en tournent les pages, donc faut avoir de la chance. Ah, tomber sur les bons mois. Merci beaucoup, oncle Paul, de cette belle histoire. Ah oui, ça c'est... non, mais c'est vrai, c'est mon péché mignon. Ouais, nous on aime bien tes péchés mignons d'une manière générale. Plus particulièrement, nous n'entrerons pas dans le détail, parce que pour pas te rendre confus. Bon, on va se envoyer une petite musique.
sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, vous venez d'écouter des jolis garçons, Golden Brown. Je dis des jolis garçons parce que prononçant l'anglais, je sais pas trop. Boys with the joli. The Jolly Boys by Patrick Maple. Ouais. Absolutely. Bien, mon Jean, merci beaucoup pour ce choix musical qui nous a réjoui les oreilles. J'ai mes trompes de stache qui trémulent. Je vais vous causer tout de suite d'une annonce de notre camarade Agnès qui s'est remis au taf. Elle nous envoie beaucoup d'annonces. J'en ai choisi qu'une parce que je suis plus sensible à celle-là qu'aux autres. Aux autres qui s'adressent à des plasticiens, des photographes, des gens qui travaillent avec les ordi, etc., qui font du numérique et tout. Mais surtout le public que doit toucher cette annonce, c'est la DRAC d'Île-de-France qui souhaite soutenir des projets artistiques et culturels à destination des populations situées en zone urbaine sensible et ZUS, ou en zone périurbaine ou rurale dépourvue d'offres culturelles dans le cadre de la politique en faveur de l'ensemble des publics. Alors donc les projets qui peuvent être retenus sont des projets concernant des actions favorisant les pratiques artistiques et culturelles des publics, des actions favorisant l'accès à l'offre culturelle et artistique, notamment de proximité, en développant des actions de médiation par des professionnels, artistes, conférenciers, architectes, conservateurs. Ça, j'ai fait un peu un moment. Des actions favorisant l'accès du public à la fréquentation des œuvres proposées par les structures soutenues par la DRAC et les établissements publics nationaux relevant du ministère de la Culture et de la Communication, on peut dire les musées. C'est marrant, dans les communiqués de la DRAC, c'est toujours un petit peu un langage que le grand public auquel il s'adresse ne comprend absolument pas. Mais moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Alors, en tout cas, si vous êtes intéressé, je vous donne une adresse, mais que vous pourrez trouver sur le blog de l'émission. Alors, vous êtes prêts? Vous avez un crayon? Puis vous pouvez réécouter l'émission aussi si vous voulez être bien au fait de toutes ces choses. Alors http://www.ile-france-culture.gouv.fr/multimédia/fil/projet-at /développement-culturel-ap.pdf. Vous voyez, c'est toujours très simple, les choses que l'on... voilà. Ça, c'était pour une annonce d'Agnès. Merci beaucoup, Agnès. J'ai choisi celle-là parce que je te dis, je parle à Agnès, qui nous écoute peut-être, parce que j'ai pensé qu'elle était vraiment en phase avec notre émission. Bon, maintenant, quelques annonces vite fait sur les œuvres de l'AFA, parce que Jean doit vous parler des expos aussi. Je vous rappelle que l'AFA a 3 œuvres, la radio, celle que vous écoutez en ce moment. Elle a la librairie Publico, dont Jean vous parle tous les mardis à propos des textes dont il vous parle, et Le Monde Libertaire, qui est le magazine de la Fédération anarchiste. Ces 3 œuvres sont en danger, puisque vous savez que autant les librairies, les radios libres, associatives, que les librairies, et que la presse militante, ne sont pas vraiment dans le vent de l'histoire aujourd'hui. Donc, on a besoin que vous souteniez ces œuvres, par des thunes, par des écoutes, par des lectures, par des visites à Publico, etc., etc., etc. C'est pas la manche, c'est pas un appel au secours, c'est simplement une information pour que vous soyez au fait de toutes ces choses. Voilà. Je développerai une autre fois, une fois sur 2, un peu plus le propos concernant les œuvres, mais cette fois-ci, je voudrais laisser quand même la parole à Jean qui finisse sur une note artistique. Voilà, mon Jean, je te donne la parole. Enfin, je te la donne pas, je te la laisse, bref, à toi de parler. Lance quand même, je vous expliquerai pourquoi, une petite, mais juste 1 minute, 1 minute et demie, le morceau suivant. Hein, d'accord? J'envoie.
Ah, tu sais ce que c'était, ça? Non, mon Jean. Robert Crumb. Ah Robert Crumb et son orchestre, hein, My Honey's Loving Arms. Ah. Toi, tu dirais ça mieux que moi. Je suis pas sûr. Avec ton accent très sûr. Oui, mon Hein? Jean, bien sûr. Voilà. Ben, Robert Crumb, il est visible actuellement à la Halle Saint-Pierre dans l'exposition. Donc, c'est la Halle Saint-Pierre, c'est 2 rue Ronsard, hein, dans le 18e arrondissement de Paris. Et vous avez le temps, hein, c'est jusqu'au 4 mars 2012. Dans l'exposition, donc, il est visible, Crumb, avec d'autres, hein, dans l'exposition Hey! Voilà. Le musée de la Halle Saint-Pierre et la revue Hey s'associent pour présenter l'exposition Hey! Oui, mon Jean. Rencontre, on va dire, au sein de la scène culturelle alternative entre les courants de la pop culture et les formes populaires de l'art moderne et contemporain que sont l'art brut et l'art singulier. Voilà. Qu'ils détournent, tu vois, les fondements d'une civilisation technicienne, ou qu'ils entretiennent les liens les plus ténus possibles avec toute espèce d'environnement culturel ou médiatique. Hein. La 60aine d'artistes présentés dans l'exposition, 60 artistes quand même, hein, ont en commun de contester les frontières hiérarchiques qui séparent le grand art de la culture populaire. Heureusement qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Alors, quelques noms au hasard, hein, Hérault, Combas, Crumb, donc, comme je l'ai dit, Di Rosa, Shelton, tu vois qui c'est, Shelton? Tout à The fait. Freak Brothers, qui, moi, ont enchanté mon adolescence. Soto, ou encore Clovis Trouille. Absolument, voilà. 60 artistes à la Halle Saint-Pierre dans l'exposition Hey! Et puis, Art et Argent, liaison dangereuse, et on ne contredira pas ce titre, hein. Ça, c'est à la Monnaie de Paris. 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement. Ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2011. Voilà. L'art, mon cher Robert, tu en seras d'accord, et c'est pas les rapins qui aimeraient pourtant, les pauvres rapins qui aimeraient en croquer davantage qui vont me contredire. L'art a toujours eu partie liée avec l'argent. Mécènes, collectionneurs, puissants de ce monde, investissent en art, à la fois source de plaisir mais aussi de gains parfois mirifiques. À l'inverse, l'indépendance et la liberté de création de l'artiste dépendent de son autonomie au quotidien, alors même que certaines œuvres ambitieuses nécessitent des fonds de plus en plus importants. La création, pour s'affranchir des règles, doit ne pas se soumettre à l'argent. Mais que dit l'art sur l'argent, hein? L'argent ne serait-il pas le dernier tabou? Un centre de questionnement artistique que l'on évite soigneusement de regarder en face. Voilà, une expo intéressante, hein, à la Monnaie de Paris. Et le discours que tu viens de nous tenir, il est dans le propos de l'hôtel de la Monnaie? Ouais, absolument. Et c'est là que c'est intéressant. Ah oui. Voilà, un conservateur qui mouille la culotte. Voilà, qui crave dans la soupe de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, voilà. ça fait du bien. Hein, en tout cas, c'est une exposition très très bien foutue. Hein. Voilà. Ce que je voulais juste rajouter avant que tu fasses nos adieux, moi je vais dire au revoir. On finira sur une chanson qui est dédiée à notre auditeur irlandais, parce qu'on en a un. On a en Irlande un auditeur qui ne rate aucune émission. Voilà. Et il va pas tarder à arriver, là. Il arrive ce week-end à Paris pour un séjour de quelques semaines. Semaines? Voilà. Et j'en suis fort aise. Peut-être qu'il viendra avec moi mardi prochain. Ça serait super. Verra. Ouais. On l'obligera pas à parler sur la chose artistique, parce que c'est pas une passion, disons, chez lui. Il s'investit dans d'autres domaines tout à fait différents. Mais voilà, je vais dédicacer cette chanson à cet auditeur irlandais. Ce sont les Pogs, un groupe irlandais, et la chanson c'est Fairy Tales of New York. Bien, voilà, merci salut à Jean. tous. Salut donc à cet auditeur fidèle irlandais qui est dans le Kerry, je crois, le Kerry. Dans le comté de Waterford. Ah, de Waterford, d'accord. Bon, voilà, on envoie la chanson. Salut les mecs, salut les copines, salut tous ceux et toutes celles qui nous écoutent gentiment tous les mardis, et à la prochaine.
Et tout de suite après, vous aurez une teuf de musique radicale avec Wrecking Mess. Voilà. Salut.